Bonjour, je me présente Simon Charbonneau, directeur Affaires publiques et communications de la RTM, et j'ai le très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette 6e séance publique du Conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Monsieur Patrick Savard, président du Conseil d'administration, présidera la séance. Monsieur Savard, bonjour. Bonjour. J'ai également avec moi Monsieur Benoît Gendron, directeur général de la RTM. Monsieur Gendron, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un très grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va revoir les différentes activités de l'année dernière, les activités en cours, celles qui s'en viennent également, mais surtout, on va prendre le temps de répondre à vos questions. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne l'ont toujours pas fait, vous remarquerez sous la fenêtre de diffusion, puisque vous êtes en direct, il est possible d'inscrire des questions directement là, sous cette fenêtre-là. On vous demande d'être le plus direct possible, d'éviter les préambules, mais tout de même de contextualiser lorsque votre question requiert quand même une mise en contexte, notamment au niveau local, géographique ou dans le temps. J'aimerais maintenant inviter M. Robert Guertin, secrétaire général et directeur exécutif Affaires juridiques, à procéder à l'appel des membres, en débutant par ceux en studio, pour ensuite passer en visioconférence. Merci, M. Charbonneau. Donc, je vais procéder à l'appel des membres. M. Patrick Savard, président du Conseil d'administration. Présent. Mme André Lafortune, professeure titulaire et directrice du département des sciences comptables HEC Montréal. Présente. Mme Liette Leduc, directrice principale des affaires juridiques, placement privé et investissement d'impact au Fonds de solidarité FTQ. Présente. Mme Diane Marleau, économiste et vice-présidente du Conseil d'administration. Présente. Monsieur Jean-Pierre Revéret, professeur retraité au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale à l'UQAM. Présent. Monsieur Martin Danfous, maire de la ville de Varennes. Monsieur Ahmed El Genidi, professeur et coordonnateur de la concentration transport, École d'urbanisme de l'Université McGill. Présent. Madame Catherine Fournier, mairesse de la ville de Longueuil. Présent. Monsieur Paul Lewis, professeur retraité de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. Présent. Monsieur Nicolas Marin, directeur général du commerce électronique et de la mise en marché des plateformes numériques Québecor. Présent. Monsieur Denis Martin, maire de Deux-Montagnes, représentant de la Couronne-Nord. Présent. Madame Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal. Madame Plante nous a avisé qu'elle va se joindre à nous d'ici quelques minutes. Et Monsieur Owen Alexander Rose, architecte principal de la firme Rose Architecture. Présent. Donc, M. Guertin, avons-nous quorum? Oui, je vous confirme le quorum, Monsieur le Président. Donc, on serait rendu à l'adoption de l'ordre du jour. Je vous confirme l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé, Monsieur le Président. Excellent. Donc, collègues du Conseil d'administration, Monsieur le directeur général, membres de l'équipe de direction, tous les employés et le public présents virtuellement, bonjour et bienvenue. La dernière année a été marquée par la déclaration de la fin de la pandémie, mais malheureusement, pas la fin de la crise financière que vit le transport collectif depuis quelques années, à l'échelle nord-américaine. La falaise financière auquel nous faisons face est toujours aussi abrupte et elle le sera de toute évidence encore pour quelques années. En 2023 seulement, c'est près de 340 millions d'aides d'urgence que le gouvernement nous a versées afin de permettre de maintenir les services offerts par nos sociétés de transport sur le territoire de la CMM. L'Autorité, plus que jamais, souhaite contribuer au développement et à l'avancement du transport collectif en conformité avec la mission et le mandat qui lui a été confié par le gouvernement du Québec il y a maintenant 6 ans. La dernière année a été marquée par la mise en chantier, c'est-à-dire la mise en place de chantiers et de travaux avec le gouvernement du Québec, les sociétés de transport et les partenaires afin d'adresser divers enjeux, notamment le financement, la recherche de nouvelles sources de revenus, l'amélioration de la performance et de l'efficience du transport collectif métropolitain, et ce, au bénéfice des usagers et des contribuables.
En dépit de la situation précaire entourant le financement, l'équipe de l'ARTM a travaillé activement avec les partenaires que sont le gouvernement du Québec, les municipalités, les sociétés de transport, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, les professionnels externes et d'autres collaborateurs à l'avancement de plusieurs grands projets qui auront des retombées à court terme, à moyen et à long terme pour les usagers et l'ensemble de la région métropolitaine. Pensons seulement au SRB P9 qui a été mis en service à l'automne dernier, un projet important pour la région. Le premier tronçon du REM Rive-Sud-Centre-Ville, dont la mise en service est imminente. Le prolongement de la ligne bleue, dont des étapes importantes ont été franchies pour assurer la réalisation de ce grand projet au cours des prochaines années. Le projet structurant de l'Est, anciennement le REM de l'Est, dont le rapport demandé par le gouvernement du Québec sera livré, comme prévu, dans les prochaines semaines par l'équipe de l'ARTM avec ses partenaires. La réalisation d'études préliminaires pour le projet Grand Sud-Ouest. Le projet Concerto, qui vise à faire évoluer la billettique et les modes de validation et de paiement vers des technologies plus adaptées à la réalité d'aujourd'hui, que ce soit l'utilisation de cartes bancaires, cartes de crédit, téléphones intelligents, codes QR, etc. À la lumière des questions posées par le public au cours des derniers jours, nous aurons l'occasion de revenir sur ces différents sujets un peu plus tard au cours de la rencontre. J'aimerais profiter de l'occasion pour souligner la contribution importante de quelques personnes qui ont quitté le conseil d'administration au cours de la dernière année. Premièrement, Mme Pierrette Laperle, décédée au printemps 2022, qui a été administratrice de l'ARTM de 2017 à 2022. De même que Pierre Chedler, président sortant, pour la période 2017-2022. Finalement, j'aimerais remercier sincèrement l'ensemble de l'équipe de direction et tous les employés de l'ARTM pour leur engagement et leur travail de tous les jours. En terminant, afin de supporter le conseil d'administration, 4 comités sont prévus dans la loi constitutive de l'ARTM. Ces comités sont le comité de suivi de projet des technologies, présidé par Mme Diane Marleau, le comité de vérification et des finances, présidé par Mme André Lafortune, le comité de gouvernance d'éthique et des ressources humaines, présidé par Mme Liette Leduc, et le comité de qualité des services aux usagers, présidé par M. Jean-Pierre Évray. Je passe donc la parole à Mme Marleau, présidente du comité de suivi des projets et des technologies, qui va résumer les principaux travaux de l'année 2002 de ce comité. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Le comité de suivi des projets et des technologies s'intéresse principalement aux règles et aux pratiques relatives à la gouvernance contractuelle de l'ARTM. Il exerce aussi un rôle de vigie sur le portefeuille de projets majeurs de l'ARTM, incluant les projets numériques. Au cours des 19 rencontres tenues en 2022, le comité a examiné diverses ententes contractuelles, dont celles sur les services avec les sociétés de transport, la continuité de services avec les municipalités hors territoire, la gestion des équipements et des billetteries métropolitaines. Nos travaux ont porté également sur de grands projets, dont le SRB P9, inauguré récemment, le prolongement de la ligne bleue du métro dont la gestion est déléguée à la Société de transport de Montréal, le projet structurant de transport électrique reliant le territoire du Grand Sud-Ouest de Montréal au centre-ville, le projet structurant de l'Est, le programme d'investissement de l'ARTM dans la mise en œuvre du REM et qui est relié au système de billettique, de réseautique et à l'accessibilité aux stations, la phase 1 du programme de mobilité numérique visant à simplifier l'expérience d'achat et améliorer la fluidité des déplacements. Des projets de transport actifs et alternatifs ont également fait l'objet de discussions, dont le service de navette fluviale, qui a gagné en popularité en 2022 avec plus de 250 000 déplacements, les vélos à assistance électrique en libre service, l'application ARTM pour le covoiturage lancée avec succès en avril dernier. En collaboration avec les sociétés de transport, nous sommes résolument tournés à relever le défi de mobilité durable par le développement de projets pour des services performants répondant à la variété des besoins des usagers actuels et futurs dans la région métropolitaine. J'inviterai maintenant Mme André Lafortune à vous présenter le compte-rendu du comité de vérification et des finances qu'elle préside. Merci, Mme Marleau. Bonjour à toutes et à tous. Le rôle du comité de vérification et des finances, c'est de s'assurer que l'autorité fait une utilisation optimale des ressources,
qu'elle veille sur les mécanismes de contrôle interne et qu'elle met en place un processus de gestion des risques. Le comité s'est réuni à 12 reprises en 2022. Nos travaux ont porté plus précisément sur l'intégrité de l'information financière, la préparation de l'audit des états financiers de 2021, les budgets, le cadre financier 2023-2027, la refonte tarifaire et la tarification, les mécanismes de contrôle interne, la politique relative à la gestion intégrée des risques, dont les cyberrisques, et la couverture d'assurance. Donc, beaucoup de sujets, tous plus intéressants les uns que les autres. L'ARTM gère un budget de dépenses annuelles de plus de 3 milliards de dollars, et comme les revenus ne sont pas au rendez-vous, particulièrement en cette période post-pandémique, elle est confrontée à des enjeux de financement importants. Le comité a suivi de près ce dossier et a suivi l'organisation dans ses discussions avec le gouvernement du Québec. Les efforts des différentes équipes ont porté fruit, car, comme l'a mentionné M. Savard précédemment, le gouvernement a consenti une aide financière additionnelle au transport collectif, ce qui a permis à l'ARTM de boucler son budget. Il n'en reste pas moins que le financement demeure un défi pour les prochaines années et qu'il faudra trouver des solutions pérennes pour assurer son avenir. J'invite maintenant ma collègue, Maître Liette Leduc, à vous faire le compte-rendu du Comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines, comité qu'elle préside. Merci. Merci, Madame Lafortune. Bonjour à tous. Merci pour votre présence avec nous cet après-midi. Alors, le Comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines a pour principal objectif de guider le conseil d'administration dans l'acquittement de ses responsabilités en matière de gouvernance, de questions relatives à la déontologie, à l'éthique et, bien sûr, à l'organisation des ressources humaines. Au cours des 15 rencontres que nous avons tenues en 2022, nous avons évidemment traité de plusieurs sujets, dont les principaux sont les suivants, à savoir la revue du plan d'effectifs de l'ARTM, les démarches d'ajustement à la structure salariale et au régime de retraite des employés de l'ARTM, le choix des indicateurs de suivi à être présentés au tableau de bord destiné au conseil d'administration, la nomination de certains nouveaux dirigeants, la révision des politiques relatives à la rémunération de l'ensemble des employés de l'ARTM, la révision du règlement intérieur et du règlement relatif à la rémunération des membres du Conseil, le processus d'auto-évaluation du fonctionnement du Conseil et des comités du Conseil. Et enfin, nous avons également participé à l'élaboration de la première politique de développement durable de l'ARTM. J'invite maintenant mon collègue, M. Jean-Pierre Révéret, président du comité chargé de la qualité des services aux usagers des services de transport collectif, à prendre la parole. Merci, Madame Leduc. Bonjour à toutes et à tous, et merci de votre présence. Alors, même si elle n'est pas en relation directe et quotidienne avec les usagers du bus, du métro, des trains de banlieue, l'ARTM place la qualité des services au cœur de ses décisions et de ses actions. Alors, notre comité est chargé de la qualité des services aux usagers. Il contribue à l'élaboration des orientations en matière d'amélioration de la qualité et de l'efficacité des déplacements par transport collectif sur le territoire de la RTM, y compris, bien sûr, dans les cas de mobilité réduite, ainsi que pour les services pour les personnes vivant avec un handicap. Il assure également le suivi et l'évaluation de la qualité des services offerts dans les billetteries métropolitaines et il veille à l'harmonisation des normes et des politiques des exploitants. En 2022,
Notre comité a tenu 5 rencontres et il s'est penché notamment sur les dossiers suivants. Le suivi de la satisfaction de la clientèle au cœur de son mandat, le transport adapté, la question du projet numérique de mobilité, l'application Chrono, qui compte plus de 136 000 utilisateurs actifs, la refonte tarifaire dont la phase 2 a été implantée en juillet dernier. Nous avons aussi traité de la politique relative au remboursement et aux échanges de titres de transport, et ainsi que le règlement concernant les normes de comportement des personnes à l'égard des équipements et des infrastructures métropolitaines. Nous avons abordé le plan du réseau métropolitain dans lequel tous les modes structurants de transport sont regroupés et présentés, y compris le SRBP 9 et le REM. Ce plan sera d'ailleurs affiché au cours des prochains mois dans le réseau et vous pourrez le découvrir. Enfin, nous avons suivi plusieurs campagnes de promotion et de publicité de la RTM qui mettent en valeur les services et les transports et certains outils pour faciliter la vie des usagers. Et il faut aussi mentionner la campagne de promotion intitulée « Avançons pour le transport collectif », vidéo qui a été diffusée dans les médias l'hiver dernier et qui a suscité beaucoup de commentaires positifs. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Savard, Madame Marleau, Madame Lafortune, Madame Leduc, Monsieur Réveret, merci. Alors, quant à nous, je vous retrouve après une courte vidéo pour un entretien avec le directeur général de la RTM. Je fais du vélo et je prends le métro à tous les jours. Je suis une grande utilisatrice de transport en commun, mais surtout de transport actif. Adepte de la multimodalité en transport. Je suis une usagère de l'autobus et du métro et, quand la température me le permet, du vélo. Nos émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter. On doit nécessairement réduire le nombre d'automobiles. Alors, au niveau de la santé humaine, de la dégradation environnementale aussi, la protection environnementale, le transport commun est une solution importante. Ça permet de construire des quartiers qui réduisent notre empreinte environnementale en ayant une densité un peu plus forte, en éliminant le besoin d'avoir autant de stationnement, en laissant plus de place aux arbres, à la végétation. Bien, avec le transport en commun, on peut faire ce type de quartier-là qui contribue à la solution, notamment face à la crise des changements climatiques. Au niveau économique, ça nous prend des usagers qui utilisent le transport en commun, qui va nous permettre d'avoir plus de fonds à injecter, à investir. Et une fois qu'on a ça, bien, ça permet d'avoir de meilleures dessertes, une meilleure fréquence des transports en commun. Et également, il y a un coût-bénéfice intéressant. Un titre de transport en commun coûte toujours moins cher qu'une voiture. À chaque année, il y a 15 000 personnes qui décèdent prématurément de la pollution atmosphérique au Canada, ce qui représente des coûts de l'ordre de 120 milliards de dollars pour le réseau de la santé. Mais qu'en utilisant des modes de transport actifs et en commun, on réduit ce fardeau-là, puis je pense qu'on aide à la santé de tout le monde. Pour moi, ce temps-là, c'est un temps qui est gagné. On prépare sa journée, on pense, on lit des articles. Ça me permet même d'arriver plus relax au travail. Pour moi, un milieu de vie idéal, c'est un milieu où l'intérêt du citoyen est pris en considération dans l'aménagement des rues, plus de place pour les piétons, les vélos, des modes de transport adaptés. L'intégration du transport en commun et du transport actif me permet de plus briser la sédentarité, de m'assurer de bouger suffisamment parce que ça protège de 1001 problèmes qu'on peut avoir, des problèmes qui sont importants comme le diabète, les problèmes de cholestérol, l'hypertension. Fait que le bénéfice pour soi, il est évident. J'aimerais ça imaginer un Montréal où est-ce que tout le monde se déplace en vélo, en voiture électrique, en autobus, en REM. Ma vie est facilitée tout simplement en optant là, pour la mobilité durable, que ce soit le transport actif ou le transport en commun.
Donc, la magie du direct, on nous dit que certains d'entre vous pourraient avoir des petits problèmes de délai. On vous invite à cliquer sur les paramètres, la petite roue dentelée, diminuer la résolution. Ça pourrait fortement aider à la situation. Alors, je suis présentement avec M. Benoît Gendron, directeur général de la RTM. C'est maintenant le moment de regarder les grands projets réalisés par l'Autorité au cours de 2022, les grands dossiers qui nous occupent, mais aussi ce qui attend le transport collectif. On en a parlé beaucoup depuis le début, on l'a entendu avec les mots des présidents. La pandémie est un peu encore sur toutes les lèvres. On vit encore les effets de ça. Les besoins ont changé, les habitudes des gens en déplacement ont changé aussi. J'ai envie de débuter tout simplement en vous demandant comment ça se passe actuellement en transport collectif. Je vous dirais que la nouvelle normale, la fréquentation des transports collectifs est de l'ordre de 75 % à ce qu'elle était avant la pandémie, donc en 2019. Et on constate beaucoup de variabilité au niveau des nouvelles habitudes, notamment le télétravail, fait en sorte que la destination centre-ville est grandement affectée et elle l'est également au niveau de la semaine. Donc, il y a des baisses d'utilisation des services de transport collectif les lundis et les vendredis. En soirée, par contre, et la fin de semaine, on observe un quasi-retour à la normale. Donc, il y a énormément de variations là, par rapport à cette situation-là, liée à la pandémie. On a quand même évolué par rapport aux 5 jours semaine, 2 jours de fin de semaine, avec beaucoup de pendulaires, des déplacements plus décalés, des origines, des destinations qui ont changé également. Il y a également, là, sur les territoires, maintenant des demandes de déplacement qui ont lieu à l'intérieur des territoires. Donc, c'est des choses auxquelles on va devoir s'adresser. On a des enquêtes, d'ailleurs, beaucoup plus fréquentes avec Perspective Mobilité qui nous permet de mesurer plus finement ces nouveaux besoins-là. Vous parliez de nouvelle normale à 25 % de réduction, donc environ 75 % d'achalandage. Évidemment, ça a une répercussion sur les revenus. Qu'en est-il de ce côté-là? On va perdre dans les prochaines années, là, on estime à peu près à 600 millions par année le manque à gagner au niveau là, du budget de la RTM pendant 5 ans. Composé essentiellement de 3 grands facteurs. Le premier, évidemment, on en parle, la baisse des revenus en provenance des usagers. 25 % là, les revenus usagers, c'est à peu près 1 milliard par année. Donc, c'est 250 millions qui nous manquent juste dans ce poste de revenus-là. La deuxième grande cause, c'est le déficit structurel, contraint, qui était même pré-pandémique. Donc, cette situation-là, avec la pandémie, c'est juste exacerbé. Et le troisième, c'est les nouveaux services qu'on met en place. Donc, le SRB P9, évidemment, le REM, qui très bientôt va entrer en service. Ça fait que c'est les principales causes qui génèrent ce manque à gagner-là. Et malgré tout, l'Autorité est arrivée à adopter un budget équilibré. On sait qu'elle rémunère les sociétés de transport au travers d'ententes de services qui vont également définir le niveau d'offre de service. Donc, nouveau budget équilibré, on maintient l'offre de service. Comment est-ce qu'on y arrive? En fait, là, on a demandé des efforts à l'ensemble des contributeurs. Donc, les municipalités, dans un premier temps, ont eu une hausse de contribution au niveau de l'Autorité de 3 à 4 %. Les usagers, on les a augmentés à 3 % pour justement favoriser le retour de l'achalandage et la fréquentation des transports collectifs. Le troisième, on a les OPTC qui ont fait des efforts d'optimisation, qu'on souligne d'ailleurs, qui nous ont aidés à équilibrer notre budget. Et évidemment, le gouvernement, on l'a dit tantôt, est venu contribuer pour 340 millions en 2023. Mais il faut se rappeler que c'est plus d'1,8 milliard de dollars que le gouvernement a contribué pour faire face à la crise liée justement à la pandémie. C'est énorme, puis on tient à souligner là, cette contribution-là. Effectivement, c'est une aide qui est conséquente. Dans le contexte, quelles sont les perspectives pour le financement? Là, on sait, 2023, ça va. Budget équilibré, le niveau est maintenu. Les prochaines années, quels sont les grands défis et que demande l'Autorité en termes de financement dans ce contexte-là? En fait, il faut se donner de la prévisibilité, tant au niveau des contributions des municipalités, des usagers, mais également du niveau de dépenses des sociétés de transport. Donc, ce qu'on demande, c'est d'avoir un cadre sur une période de 5 ans, ce à quoi, justement, le gouvernement a répondu favorablement. Actuellement, la ministre fait une tournée auprès là, des différents acteurs du transport collectif. Puis, il faut se rappeler qu'en 2024, en janvier, on va avoir la taxe sur l'immatriculation. Donc, c'est 125 millions de plus pour, justement, là, nous aider à régler le déficit dont je parlais précédemment. Une aide qui est bienvenue, mais sur un budget de 3 milliards tout de même. Exactement. Puis, je vous rappelle, 600 millions, donc 125 millions, il en manque encore 475.
On a beaucoup parlé de finances. Cela dit, les équipes, oui, de la RTM, mais des sociétés de transport, puisqu'on travaille beaucoup en collaboration sur plusieurs projets, ont continué à avancer. Qu'est-ce qui a été réalisé, les grands projets de 2022? On se rappelle, en 2022, il y a un groupe d'experts qui était piloté par la RTM, qui a livré son rapport par rapport à la ligne bleue et qui a permis justement de débloquer ce dossier-là en revisant notamment la portée du projet de la ligne bleue. Donc, il y a même des contrats qui ont été donnés, des acquisitions de terrain. C'est vraiment lancé, la ligne bleue. Donc, on peut dire que ça, c'est sur les rails. Il était attendu. Il était très attendu, effectivement. Il y a également, le président faisait mention, le SRB P9 qui a été mis en service. Évidemment, on va faire des annonces sous peu également d'un prolongement du SRB P9. Il ne reste que le tronçon qui est justement là, aux abords de Jean Talon pour justement faire l'arrimage avec la ligne bleue. Il y a également le Grand Sud-Ouest sur lequel on a débuté les études, c'est-à-dire un mode structurant pour desservir toute la partie qu'on appelle du Grand Sud-Ouest, la Chine, la Salle, Pointe-Saint-Charles vers le centre-ville. Et finalement, les navettes fluviales. Oui. Les navettes fluviales qui ont reprise l'année passée avec une amplitude beaucoup plus grande des heures et également de la saison. Et on a connu vraiment une année record là, en termes de fréquentation. Oui, encore une nouveauté cette année, 2019, une liaison, 2022, 6 liaisons, puis là, cette année, on ajoute du côté de Varennes. Donc, on continue là, à suivre ce projet-là de près. Un autre projet qui est suivi de très près, et même de très, très près, l'antenne Rive-Sud du REM, qu'on attend incessamment. D'abord, la RTM doit recevoir un avis de 30 jours. Est-ce qu'elle l'a reçu aujourd'hui? Pas au moment où on se parle, on n'a pas encore reçu l'avis de la Caisse à l'effet de la mise en service. Okay. On a parlé, c'est un grand travail qui est fait, oui, sur le chantier, mais également en transport collectif. Quel est le rôle de la RTM? Bien, je vous dirais, dans un premier temps, évidemment, on a intégré ce nouveau mode de transport-là à la grille tarifaire qui a été adoptée, à la refonte tarifaire. Donc, tous les usagers qui vont utiliser un titre tout mode, peu importe que ce soit un A, un AB, un ABC, vont avoir accès au REM. Donc, il est totalement intégré, justement, à la grille tarifaire. Deuxième chose, on a dû revoir tous les réseaux de transport collectif pour favoriser, justement, le rabattement vers ce nouveau mode structurant-là. Donc, je pense au réseau de Longueuil, au réseau de la Couronne-Sud et également au réseau de Montréal. Et finalement, il y a des escouades qui vont justement permettre aux usagers de bien s'orienter dans l'utilisation de ce nouveau mode-là que tout le monde attend impatiemment. Un autre grand dossier, je crois, qui est attendu de façon avide par les gens. Puis d'ailleurs, vous l'avez déjà mentionné dans les médias, hein, il est temps que le paiement en transport collectif arrive au 21e siècle. Les prochaines étapes en termes de paiement, là, concrètement, pour les usagers qui nous regardent? En fait, je disais qu'il faut dépoussiérer justement l'accès au transport collectif. Là. La première chose déjà en place, on a le paiement ouvert en projet pilote à Laval, tant au niveau pour la carte de crédit, et là, on lance la carte de débit. Deuxième chose qu'on met en place, c'est la recharge de la carte Opus. Dès le début de 2024, les utilisateurs des transports collectifs vont pouvoir recharger leur carte Opus avec un téléphone intelligent. Troisième chose, on a Chrono. Chrono qui permet justement de planifier ses déplacements et également une nouvelle fonctionnalité qui permet d'aller lire sur la carte Opus le nombre de titres qui nous restent. Et finalement, je vous dirais qu'on a le paiement ouvert où on vise l'horizon 2025 pour l'ensemble du réseau. Donc, c'est un grand guichet où tous les services de mobilité durable seraient intégrés dans la région, puis même possiblement ailleurs au Québec. Exact. On a parlé beaucoup au mois de mars de la feuille de route qu'ont entrepris la RTM avec les opérateurs là, depuis cette annonce. Il y avait 3 grands chantiers à l'intérieur de la feuille de route. Un, ce qu'on appelle le financement, on en a parlé tantôt, donc se donner une prévisibilité en termes de financement sur une période de 5 ans. Donc ça, il y a des discussions autant avec la CMM, le gouvernement du Québec, pour se donner justement cette prévisibilité-là. Deuxième grand chantier, c'est ce qu'on appelle la performance. Donc, on se doit, dans les réseaux de transport collectif, de s'assurer que chaque dollar dépensé l'est de façon efficiente. Fait que ça, c'est examiné. On a mis en place, en collaboration avec l'ensemble des sociétés de transport, 5 grands chantiers d'optimisation pour lesquels il y a à peu près 17 actions qui sont regardées de façon plus pointue et pour lesquelles on devrait livrer des résultats dès le début de l'automne. Dernier élément, la relance. Donc, on veut
justement relancer le transport collectif. On travaille notamment sur un réseau structurant en bus dans l'ensemble de la région métropolitaine qui serait tellement fréquent qu'il permettrait à l'usager de ne pas consulter son horaire. Donc ça, c'est un élément sur lequel on travaille. Et le deuxième, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faciliter davantage l'accès au transport collectif en modifiant peut-être le critère d'entrée. C'est des choses qu'on regarde. Finalement, le plan stratégique de développement pour lequel on veut, avec le conseil d'administration, revoir l'ensemble du plan là, qui avait été rejeté de la part du gouvernement, là, compte tenu d'investissements importants et de la pandémie. Donc, on revoit ça et notre intention, c'est de le déposer dès cette année. En terminant, on a parlé de faire revenir les gens dans le transport collectif. On a parlé aussi des moyens qu'on se donne pour atteindre les objectifs en termes de mobilité, en termes d'environnement, en termes d'impact économique. Est-ce que c'est l'objectif qui était derrière la vidéo promotionnelle là, qui a roulé l'automne dernier et qui a circulé là, amplement? En fait, on veut changer justement le comportement des utilisateurs de l'auto pour qu'ils transfèrent du côté justement du transport collectif. Et on doit parler maintenant non plus de juste du transport collectif, mais d'une panoplie de modes qui soient actifs, les taxis, etc. Donc, on doit favoriser le déplacement de A à B dans l'ensemble des modes utilisés. Puis pourquoi on fait ça? Bien, on veut avoir des villes plus vertes, on veut avoir des villes plus fluides et des villes plus saines, qui étaient les 3 thématiques de notre vidéo. M. Gendron, merci pour cet échange. Avant de passer à la période de questions, on y arrive. On y arrive. Avant de passer à la période de questions, justement, la campagne publicitaire dont on parlait avec M. Gendron. Nous passons maintenant à la période de questions. D'abord, rappelons la procédure qui a été suivie. Le 2 mai dernier, la RTM a publié un avis de convocation à cette séance publique annuelle du conseil d'administration. Ce faisant, elle invitait les représentants de la population, en fait tout le monde dans la région, à inscrire leurs questions, à nous les faire parvenir. Vous aviez jusqu'au 29 mai à 23h59 pour nous transmettre vos questions. On a reçu plus de 80 questions, dont certaines se recoupaient. Donc, ils ont été là, condensées et regroupées afin de traiter un plus grand nombre de questions possibles et vous transmettre le plus de réponses possibles. Cette année, je le disais tout à l'heure, nouveauté, donc sous la fenêtre de diffusion pour les gens qui sont en direct, il est possible, si ce n'est pas déjà fait, de nous transmettre des questions par ce moyen. Rappelons également que la RTM s'engage à répondre par écrit s'il n'est pas possible de répondre à l'ensemble des questions au cours de la séance qui est en cours. Dans le but de favoriser la participation de tous, nous avons établi quelques règles qui faciliteront les échanges. Je me permets un court rappel, ne vous en faites pas, là, c'est relativement court. Donc, il est prévu que la période des questions citoyennes sera d'une durée de 60 minutes. Toutefois, le président peut confirmer s'il est possible de l'étirer pour répondre à un peu plus de questions. Seules les questions inscrites en ligne et en direct pendant la première heure de la séance publique pourront être lues. J'ai la liste des questions inscrites et en direct. Les questions seront lues sans préambule et une personne ne peut poser qu'une seule question. Les questions seront accueillies par le président du conseil et pourraient être dirigées vers nos experts. J'en profite pour vous les présenter, en commençant par ceux qui sont avec nous en studio. Madame Ouda Slaoui,
directrice exécutive, planification stratégique, tarification et financement. Madame Annie Chazenbach, directrice exécutive, finances et trésorerie. Sylvain Perra, directeur exécutif, technologie de l'information. Monsieur Philippe Dubé, directeur principal, relations avec les partenaires. Monsieur Ludwig Desjardins, directeur exécutif, modélisation, organisation et développement des réseaux. Nous avons également avec nous, par visioconférence, Madame Marie-Claude Caron, directrice marketing et promotion. Monsieur Marc Blanchet, directeur exécutif projet, infrastructure et système de transport en commun. Et finalement, Monsieur Antoine Perron, conseiller principal, tarification et politique de financement. En terminant, comme c'est généralement le cas dans ce type de séance publique, notez que le président peut en tout temps intervenir afin d'écarter une question et son refus ne peut être discuté. Alors, sans plus tarder, débutons par les questions qui sont tout juste devant moi. Donc, de Pointe-aux-Trembles, Giovanni Graniero. Alors, j'espère que je n'ai pas trop massacré. Graniero, Monsieur Graniero. Pour un même trajet, il est beaucoup plus long de se déplacer en transport collectif qu'en voiture, même s'il y a du trafic. Investir autant d'argent en vaut-il la peine? Écoutez, j'inviterais peut-être M. Gendron là, à donner une réponse à M. Graniero. Merci pour votre question, monsieur. Il faut voir le transport collectif comme un investissement et non pas comme une dépense. Évidemment, on doit contribuer justement à réduire les gaz à effet de serre, favoriser une mobilité durable. Je vais juste vous rappeler, en 2019, les coûts de la congestion automobile dans la région de Montréal étaient de 4,2 milliards. Donc, imaginez-vous 2 secondes, si on dit on retire tous les gens qui sont en transport collectif puis on les remet sur les routes, la congestion serait monstrueuse. Évidemment, on travaille également à favoriser un déplacement par des voies réservées, des mesures au feu, etc., pour s'assurer que le déplacement soit le plus fiable possible au niveau de sa durée en temps. Et très souvent, en auto, vous savez, on oublie les temps qu'on passe là, pour se chercher un stationnement, se stationner et se déplacer jusqu'à notre destination. Merci. Alors, on se déplace du côté de la Rive-Sud à Saint-Hubert avec Douglas Giroux du Riverside School Board. Quelles seront les prochaines étapes pour mieux desservir les gens qui aimeraient utiliser davantage le transport collectif, mais qui hésitent en raison de la lenteur des déplacements à l'extérieur du centre-ville? J'inviterai Mme Slaoui à répondre à la question de M. Giroux, s'il vous plaît. Donc, plusieurs projets sont à l'étude ou en réalisation dans la région. On l'a beaucoup évoqué en introduction. Donc, c'est des grands projets qui vont contribuer significativement à augmenter la vitesse des services de transport collectif. On peut penser à la mise en service très prochaine du REM, à la réalisation du prolongement de la ligne bleue qui va relier Anjou au centre-ville. Plusieurs autres grands axes sont à l'étude. Donc, on a une étude pour un projet structurant qui va relier l'Est et le Nord-Est au centre-ville, le Grand Sud-Ouest également. On parle d'études à Laval et à Longueuil aussi. Donc, c'est des axes structurants qui sont regardés, mais à plus court terme, dans le cadre du plan stratégique de développement des services de transport collectif, on veut mettre rapidement de l'avant un service d'autobus qui va être plus fréquent et rapide à travers la région. Donc, plusieurs interventions actuellement en réalisation à l'étude. Merci, Bernard Slaoui. Prochaine question du côté de Verdun. Nicolas Lemay nous demande « Quand sera-t-il possible de recharger nos cartes puces sur nos cellulaires avec l'application Chrono? » Bonne question. J'inviterai M. Perra, notre directeur exécutif TI, à répondre à la question. Alors, M. Lemay, merci pour votre question. Donc, l'ARTM a octroyé récemment un contrat à un fournisseur suite à un appel d'offres qui a eu lieu à l'hiver. Contrat qui va permettre de développer une fonctionnalité qu'on appelle la recharge sur téléphone mobile. En bref, les gens vont pouvoir utiliser l'application Chrono à partir de leur téléphone intelligent et vont pouvoir acheter des titres directement en ligne et effectuer la recharge de leur carte Opus. On a eu un projet pilote à cet effet-là, projet qui a démontré les bénéfices pour les usagers. Donc, ça donne beaucoup de flexibilité. Donc, les gens peuvent tout simplement ne plus se déplacer à un point de vente, mais en tout temps, en tout lieu, peuvent acheter des titres et les mettre directement sur leur carte Opus en tout temps. Le projet est en cours présentement et il est prévu que cette fonctionnalité-là va être disponible dans l'application Chrono d'ici au printemps 2024. Merci.
Prochaine question du côté de Varennes, Louise Girard de l'ATCRS. Avez-vous l'intention de faire une campagne publicitaire pour faire comprendre la nouvelle tarification? Bonne question. Madame Caron, qui est en virtuel, pourrait probablement répondre à cette question. Oui, bonjour. Il y a eu des campagnes à toutes les phases de lancement de la refonte, de façon ponctuelle quand il y avait des phases de lancement, mais de façon plus continue. Je pourrais nommer 3-4 initiatives. Tout d'abord, notre site Web. C'est une source d'information, on l'appelle le Hub. D'ailleurs, nos campagnes menaient sur ce site pour en savoir plus. Donc, si les gens veulent connaître les concepts de base de la refonte, les zones, les catégories de titres, donc notre site Web. On a également ces explications sur notre grille tarifaire et on fait de façon très continue des publications sur nos plateformes sociales. Donc, on renforce ces concepts et les campagnes de publicité sur les nouveaux titres, également de façon continue, la gratuité pour les enfants, les soirées week-end illimitées, sous peu les nouveaux titres 24 heures, 3 jours. Donc, oui, énormément de campagnes de publicité sur ce volet de la refonte. Parfait. Prochaine question du côté de Longueuil. Nathalie Lapierre, SCFP 333. Comment la RTM compte-t-elle améliorer l'achalandage du transport en commun en créant des applications prônant le covoiturage? Bien, cette application qu'on a mise en place, c'est une des mesures dans le cadre des mesures d'atténuation des travaux du tunnel. Monsieur Desjardins pourrait compléter la réponse là, du bien fondé de cette application. Bonjour, Madame Lapierre. Donc, oui, vous deviez faire référence au projet qu'on a mis en place là, pour le pont-tunnel. En fait, il faut rappeler d'entrée de jeu que le covoiturage fait partie de notre mission intégrante. Là. Donc, on a été créé en 2017. Le gouvernement nous a confié une mission de promotion du transport collectif, du transport actif et du covoiturage. Je pense que l'objectif à retenir de notre côté, c'est qu'on le voit comme une complémentarité au transport collectif. Donc, pour répondre à des besoins de gens en déplacement qui sont parfois difficilement couverts par le transport collectif, on a aussi remarqué quand on a fait une revue des pratiques en covoiturage à l'étranger, que c'était souvent l'objectif visé. En second lieu, peut-être qu'on peut également mentionner que si on se rend compte, comme autorité de planification de transport, qu'il y a un lien, un axe qui est très populaire pour le covoiturage, plus populaire que le transport collectif, il y a moyen, ça nous donne une bonne indication où on peut agir pour renforcer le transport collectif également. Donc, on le voit vraiment comme une complémentarité. Le but, c'est de réduire l'auto-solo, réduire les voitures sur les routes, puis ça bénéficie à la réduction de la congestion, mais également au transport collectif. Il faut dire qu'il y a une distinction aussi à faire. Le transport collectif est sur horaire. Le covoiturage dépend beaucoup de la communauté. Prochaine question du côté de Varennes. Régent Côté, quelles sont les sources de financement du transport collectif? J'inviterai Mme Chazenbach à répondre à la question de M. Côté. Merci, M. Côté, pour votre question. Donc, les sources de financement sont les revenus des usagers, les contributions municipales, les subventions et les aides du gouvernement, ainsi que les contributions des automobilistes. Question du côté de l'organisation Transparence. Laurel Thompson, comment la RTM connaît-elle le nombre d'usagers du REM? Fera-t-elle son propre comptage ou dépendra-t-elle de CDPQ Infra? Monsieur Dubé, je crois, est en mesure d'éclairer Mme Thompson. Oui, bonjour, merci M. Thompson pour votre question. Si vous le savez, la RTM et la Caisse sont liées par une entente qu'on qualifie d'entente d'intégration. À l'intérieur de ces ententes-là, il était prévu que la RTM mettait en place son propre système de billettique pour être en mesure de contrôler les entrées et les sorties dans chacune des stations. Et ça nous permet à la RTM de s'assurer d'avoir des données fiables pour compter le nombre d'embarquants-débarquants et de comparer ces données-là avec celles de la Caisse de dépôt pour établir la rémunération qui leur sera versée. Puis, bien entendu, des mécanismes de validation indépendants vont être mis en place pour s'assurer de la qualité des processus dans le traitement des données, mais aussi pour valider la donnée qui sont échangées entre les deux parties. Thierry Lavallée, maintenant à Laval. Considérant que la nouvelle taxe sur l'immatriculation sera appliquée à Laval et à Longueuil, allez-vous uniformiser le prix du métro afin qu'il ne constitue qu'une seule zone? Oui, c'est une question qu'on a abordée à quelques reprises dans la dernière année. Je laisserai M. Gendron là, donner des explications. Merci, M. Lavallée, pour votre question. La refonte tarifaire, elle est zonale, c'est-à-dire qu'elle est vraiment par zone.
Donc, on a 3 zones plus le hors-territoire qui constitue notre 4e zone. Évidemment, ce qu'on a regroupé, c'est l'utilisation des services de transport collectif. J'en parlais tantôt, le tout-mode regroupe à la fois l'autobus, le train, le métro, le REM. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que la refonte a été faite. Pour ce qui est de la taxe sur les MAP, j'en parlais également tantôt, il nous manque 600 millions. Donc, évidemment, cette somme-là va nous permettre de venir diminuer le déficit qu'on a à affronter pour les prochaines années. Question du côté de Montréal cette fois-ci. Donc, 2 personnes qui avaient des questions similaires, Cécilia Ortiz et Judith Maher. Est-ce que les travaux du prolongement SRB P9 jusqu'à la rue Notre-Dame commenceront cette année et quelle serait la date approximative pour la mise en service? Je doute que les travaux commenceront cette année, là, considérant où nous en sommes sur ce tronçon, mais M. Blanchet, qui est en mode virtuel, pourrait compléter l'information. Oui, certainement. On est en prise de décision justement là-dessus. Benoît Gendron en faisait mention. Quand la décision sera prise, nous, on a déjà commencé les études, on a une bonne maîtrise de ce qu'il y a à faire. Je ne peux pas annoncer la date maintenant, mais on parle certainement de quelques années avant l'ouverture du tronçon. Question maintenant encore une fois, 3 personnes qui avaient sensiblement la même question. Ronald Daigneault, Sylvie Decelle et Marc Sirois. Donc, les enquêtes origine-destination présentement en cours permettront de mesurer l'impact des nouvelles habitudes de déplacement des usagers. Quand les résultats de ces enquêtes seront-ils rendus publics? Monsieur Desjardins, s'il vous plaît. Oui, alors bonjour à vous tous. Merci pour cette question qui va me permettre un peu peut-être de parler de l'évolution qu'on a eue dans nos enquêtes au courant des dernières années. Monsieur Gendron a parlé en entrée de jeu tout à l'heure. Donc, auparavant, on faisait des enquêtes qu'on appelait origine-destination à chaque 5 ans. La dernière date de 2018, c'est des enquêtes qui se faisaient majoritairement téléphoniques. Depuis la pandémie, donc à partir de 2021, vous allez retrouver les enquêtes sous le chapeau Perspective Mobilité. On a fait une première enquête à l'automne 2021. Pendant la pandémie, on en a fait une également en 2022. Donc, on va aller graduellement sur des enquêtes annuelles et une grande enquête aux 5 ans. La prochaine, c'est cet automne 2023. Donc, l'enquête mobilité qui va toucher la région. On va sonder 77 000 ménages. En fait, on vise à sonder 77 000 ménages parce qu'on fait maintenant ça par invitation postale majoritairement et les gens répondent en ligne. Et les résultats, en général, vont prendre à peu près une année à être traités. C'est un délai qui s'explique de multiples manières. Premièrement, c'est la 2e plus grande enquête là, qui est faite après l'enquête de Statistique Canada au Québec. Donc, c'est une enquête d'ampleur. Il y a énormément de traitements statistiques à faire par la suite. Il y a certains résultats qui sont partagés avec les partenaires, mais au niveau du grand public, c'est davantage vers la fin 2024, début 2025 qu'on va pouvoir partager les résultats. Question maintenant de Robert Beaulé du secteur Anjou. Concernant le projet, justement, prolongement de la ligne bleue du métro, comment comptez-vous intégrer la station Anjou? Sera-t-elle incluse dans une tour mixte? J'inviterai M. Blanchet à donner un élément de réponse à M. Beaulé. Excellent. Votre question est très pertinente, M. Beaulé. La RTM, d'ailleurs, va contribuer à hauteur de 310 millions là, dans le projet en mettant en œuvre là, des mécanismes de financement innovants. Puis un de ces mécanismes-là, c'est justement de favoriser la valorisation des sites puis de vendre les droits aériens. Donc, pour faire arriver ça, on est en train d'exécuter présentement les études de faisabilité pour voir comment on peut faciliter cette intégration urbaine-là. Puis le site dont vous parlez, donc l'édicule ouest de la station Anjou, fait définitivement partie des sites étudiés. Merci. Question d'Éric Brunet à Montréal. Quel est l'état d'avancement du projet structurant de l'Est dans vos scénarios? Envisagez-vous également des bonifications aux services de transport existants? L'état d'avancement du projet, comme je l'ai mentionné dans mon mot, on s'est engagé à remettre d'ici la fin du mois de juin un rapport au gouvernement du Québec. Donc, avec les partenaires, on est à finaliser les derniers travaux. Quant à l'autre élément de la question, je laisserai M. Gendron compléter. Oui, M. Brunet, là, dans le rapport intermédiaire, quand on regarde le prolongement au niveau de la branche est du REM vers la Naudière, une des options, c'était de regarder comment on pouvait bonifier justement la ligne du train de l'Est
pour améliorer justement la fréquence de passage de cette ligne-là. Question de Saint-Philippe, cette fois. Donc, Antoine Morneau-Sénécal de l'ATCRS. Actuellement, les personnes qui désirent effectuer un trajet avec plus d'un mode à l'intérieur de la zone B ou de la zone C doivent obligatoirement utiliser un titre tout mode AB ou tout mode ABC, même s'ils ne se rendent pas en zone A. Avec l'arrivée du REM, ne serait-il pas plus pertinent de créer un titre tout mode B ou tout mode C pour que l'usager ne paie que pour la portion qu'il utilise? Une très bonne question. Je laisserai Mme Slaoui répondre à cette question. Alors oui, la question est effectivement très pertinente. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre système de vente et perception au PUST ne fait pas de validation à la sortie. Donc, c'est difficile de savoir si la personne s'est déplacée dans une seule et même zone ou si elle traverse certaines zones. On a aussi un problème de limitation de cohabitation de titres dans ce système-là, mais on est en train de regarder de nouvelles technologies qui vont éventuellement nous permettre de dépasser ces limitations. En attendant, comme la majorité des déplacements en zone B et C se font en autobus, on a déployé depuis l'année dernière des titres bus et bus hors territoire qui permettent aux gens de se déplacer en zone B, C et D à un tarif quand même avantageux. Question maintenant du côté de Notre-Dame-de-Grâce, Jonathan Torgeman. Allez-vous convertir les autres lignes de train en REM? En fait, outre la première phase du REM qui a été publicisée, dont le premier tronçon devrait être en service, et le projet actuellement dont on a le mandat d'étudier pour l'Est, il n'y a pas d'autres projets actuellement sous étude de notre côté avec le gouvernement, mais M. Gendron pourrait un peu peut-être compléter l'approche. Juste vous dire, là, dans le fond, l'emprise ferroviaire appartenait à l'AMT à l'époque. Donc, cette emprise ferroviaire-là a pu être transférée là, au secteur, à la Caisse particulièrement. Les autres emprises ferroviaires appartiennent au Canadien national ou au Canadien Pacifique. Donc, c'est des droits de passage qu'on achète pour permettre justement aux trains de banlieue de passer à des intervalles là, qui sont prédéterminés. Donc, on n'est pas propriétaire. Fait qu'il faudrait acheter la ligne de train, là, ce qui serait très onéreux. Là. Prochaine question, David Murray. En septembre 2021, un article de la presse mentionnait qu'un titre transport spécifiquement pour les télétravailleurs était dans les cartons de la RTM. Quel est l'état d'avancement de ce nouveau titre de transport? J'inviterai Mme Slaoui à répondre à la question. Alors oui, effectivement, c'était dans les cartons, mais ça ne l'est plus depuis un moment. On a effectivement déployé une gamme de titres très utiles pour les gens qui travaillent 2 à 3 jours par semaine. Donc, on a des carnets de 10 passages que les gens peuvent charger en 20, 30, plusieurs carnets sur une même carte au puce dans une même transaction. Puis très prochainement, donc dès le 1er juillet, les gens vont également pouvoir se procurer des titres 24 heures et 3 jours consécutifs qui vont contribuer, donc qui vont permettre aux gens qui font du travail hybride de se déplacer quelques fois par semaine. Justement, le titre Tout mode AB 3 jours était lancé aujourd'hui. Donc, bonne occasion. Il est toujours disponible du côté du Tout mode A 3 jours, mais maintenant aussi en mode AB, donc parfait pour les activités estivales. Question du côté de Brossard, Francine Léger et Suzanne Proux. Lors de l'arrivée du REM, est-ce que les personnes aînées auront droit à une gratuité en période hors pointe? Sinon, quel sera le coût par passage? Bien, à nouveau, j'inviterai Mme Slaoui à donner des éléments de réponse à Mesdames Léger et Proux. Alors, Madame Léger, vous êtes de Brossard. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gratuités, ce sont des initiatives tarifaires qui sont offertes par les villes à leurs résidents. Effectivement, dans l'agglomération de Longueuil, on retrouve que la ville de Brossard, Saint-Lambert et Boucherville offrent une gratuité hors pointe à leurs résidents. Donc, c'est une gratuité qui s'applique strictement sur le réseau de transport de Longueuil, donc sur les autobus du RTL.
À l'arrivée du REM, ce n'est pas prévu, donc que cette gratuité soit également étendue au REM. Par contre, les gens pourront se procurer des titres tout mode AB pour se déplacer, notamment entre Brossard et le centre-ville. Et donc, quand ces personnes-là ont 65 ans et plus et qu'ils détiennent une carte Opus avec photo, ils bénéficient d'un rabais de 40% offert par l'autorité. Et on parle donc d'un coût de 3 $ pour le titre unitaire. Richard Crête, maintenant, du côté du sud-ouest à Montréal. Pendant combien de temps devrais-je utiliser les différentes cartes Opus au lieu d'une seule? Oui, bonne question. J'inviterai M. Perra à expliquer les enjeux techniques et technologiques là, reliés aux cartes Opus. Oui, merci pour votre question, M. Crête. Donc, on est très conscient, l'ARTM est très conscient des défis, des limitations du système Opus en place, puis de ce que ça peut avoir comme impact sur les usagers. Donc, on a des initiatives pour moderniser le système billettique qui est en place et progressivement déployer différentes fonctionnalités qui vont améliorer l'expérience utilisateur. J'en ai parlé un peu plus tôt. En 2024, déjà, on va permettre la recharge de la carte Opus à partir du téléphone intelligent. À partir des années 2025, on va déployer notamment des solutions au niveau du paiement par carte bancaire notamment. Il est prévu également, dans les fonctionnalités qu'on va déployer, d'offrir une alternative à l'utilisation simultanée de plusieurs cartes. Donc, c'est des choses qui sont prévues comme telles. Alors, une question maintenant en direct. Je ne le dis pas depuis tout à l'heure, mais ça fait quand même quelques ans qu'on passe, donc on est content de vous avoir avec nous. Alexandre Courtemanche à Montréal. Avec l'augmentation de la population dans le centre-ville de Montréal et le développement de quartiers industriels dans les régions périphériques de la CMM, est-ce que vous envisagez de bonifier les trajets à contresens des heures de pointe habituelles? Ceci aurait pour objectif d'amener des travailleurs habitants au centre-ville vers les quartiers industriels en banlieue sans utiliser leur voiture. Bien, ça, c'est le défi là, de la desserte là, des zones périphériques ou des moments de la journée où la demande est moins grande. J'inviterai M. Desjardins à donner un élément de réponse. Peut-être une question très intéressante, M. Courtemanche. On constate justement une demande de plus en plus importante pour ce type de déplacement-là. Également des déplacements de couronne à couronne ou des déplacements qui sont plus atypiques là, que ceux qui vont uniquement vers le centre-ville. Ça me permet peut-être de vous parler de projets concrets qui s'en viennent, qui vont peut-être changer la donne à ce niveau-là, même certainement. Des projets également à l'étude. Si vous prenez simplement, par exemple, l'arrivée du REM, dans un système comme le REM, il n'y a pas de contrainte nécessairement à offrir un système, un service en contresens. Donc, les fréquences vers le centre-ville et les fréquences également vers la périphérie vont être d'un niveau assez intéressant. Donc, pour accéder, par exemple, au site des quartiers industriels, au site d'emploi de l'ouest de l'île, des secteurs de l'ouest de Laval, de Montagne, Rive-Sud. Il y a également des projets à l'étude comme le projet structurant de l'Est qui ont un peu une logique similaire. Là où il y a certainement des défis, c'est du côté du réseau de train de banlieue où les fréquences sont conditionnées vraiment par les actifs et les emprises qui appartiennent au secteur ferroviaire, là, donc CN ou CP, où là, il y a des négociations qui doivent être faites pour augmenter les fréquences sur ces systèmes-là. Donc, pour ce qui est des systèmes de métro, des systèmes comme le REM, comme les projets qu'on étudie également en futur, on va avoir un peu plus de liberté là, pour desservir des lieux qui sont plus peut-être excentrés, loin du centre-ville, au niveau des pôles d'emploi. Question maintenant de Dimitri Tacita. Quand allez-vous considérer augmenter la fréquence de service des lignes d'Exo? J'imagine qu'on parle là, des lignes de train, probablement. J'inviterai encore M. Ludwig à donner des éléments de réponse. Oui, tout à fait. Bien, je peux peut-être faire la réponse en deux parties. Si on regarde du côté des lignes d'Exo de train, j'ai abordé la réponse en partie dans la question précédente. Là. Donc, il y a des contraintes importantes avec des négociations de nombre de départs là, avec les propriétaires des emprises, là, les compagnies ferroviaires. Donc, souvent, ça va demander des investissements soit en infrastructure, en doublement de voies, en signalisation et autres pour ajouter des départs. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une demande importante associée à ces coûts-là là, pour pouvoir le réaliser. Pour ce qui est du bus, c'est un travail qui est on a plus de souplesse, bien entendu. Avec les lignes de bus, on a un travail constant qui se fait au courant d'années avec Exo dans ses plans de desserte, dans ses intentions de desserte, où là, il y a moyen d'ajuster si on constate avec eux qu'il y a un besoin. Si Exo nous fait part qu'il y a un nouveau besoin, un quartier qui se développe ou autre, où il y a un service à bonifier, là, on peut agir avec eux là, pour essayer de bonifier ces dessertes-là. Merci pour la réponse.
Maintenant, du côté de Laval, Alain Sénécal. Considérant que le coût de la vie augmente mois après mois, quelles mesures envisagez-vous pour inciter les gens à prendre de plus en plus le transport en commun? Pourrait-on envisager des baisses de tarifs? Évidemment, cette question est reliée à toute la question du financement. Une partie importante là, de la crise financière qu'a vu le transport collectif, c'est la baisse de l'achalandage, donc évidemment la baisse de revenus tarifaires. Outre les déficits structurels ou les autres défis qu'on a dans le financement du transport collectif. Donc, la question des baisses tarifaires ou des mesures incitatives de la sorte, là, ils sont étudiés fréquemment. On a plusieurs demandes. Mme Slaoui pourrait vous donner des éléments de réponse là, à votre question. Alors oui, effectivement, on a tous subi une grande inflation au cours des derniers mois. On parle de 4, 5, même 6 %. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a indexé les tarifs de 3 % seulement cette année. Et quand on sonde donc les usagers du transport collectif, on remarque qu'ils sont davantage sensibles à la qualité, à la fiabilité des services et non pas aux tarifs. Donc c'est important qu'on continue à investir et à ne pas détériorer les ratios d'autofinancement, notamment par les revenus tarifaires, pour pouvoir continuer à développer cette offre-là qui est en demande par les usagers. Question en direct là, qui nous montre que des gens continuent de s'ajouter au fur et à mesure où on avance dans la séance. Thomas Cardinal-Serrois qui nous demande « Avez-vous des nouvelles exclusives sur une date d'ouverture du REM? » On en parlait tout à l'heure. M. Gendron. On n'a pas encore de date. Là. Évidemment, on doit recevoir, là, en vertu de l'entente qu'on a avec la Caisse, un préavis de 30 jours. Donc, on n'a pas reçu encore de préavis. Dès que ce préavis-là va rentrer, on va le rendre public parce que tout le monde attend ça impatiemment. Donc, question maintenant d'Achiel Friesen. J'espère avoir bien prononcé. Avec la mise en service du REM, quel type de portillons sont prévus? Seront-ils similaires à ceux du métro ou plutôt à ceux du SkyTrain qu'on retrouve à Vancouver notamment? Question très pertinente et précise. Je laisserai M. Blanchet répondre à la question. Oui, merci M. Friesen pour votre question. On voit que vous connaissez quand même bien vos équipements et vous êtes intéressé par le sujet. On a designé un système de portillon spécifiquement pour le REM. Puis la grosse différence avec ce que les Montréalais connaissent à date, c'est qu'il n'y aura pas de tourniquet. Alors, ça va être plutôt des portes vitrées. Alors, à la différence du SkyTrain, si je me rappelle bien, ils ont un matériau noir opaque. Nous, ça va être vitré. Et on a mis beaucoup de soins là, dans le design, la conception de ça pour que ça soit vraiment convivial, sécuritaire et accessible. Donc, je pense que les Montréalais vont beaucoup apprécier les nouveaux portillons. Puis, dans votre question, vous mentionnez aussi qu'il y aura, en attendant l'installation de ça, il y aura des validations sur les quais comme dans les gares d'Exo. C'est important de le dire, puis on va le communiquer très, très bien aux usagers. Ça prend un titre valide, même s'il n'y a pas des portillons installés, et les gens devront donc valider les titres en attendant. Donc, vous le mentionnez très bien dans votre question, c'est très clair. Question de Francis Duval là, qui nous rappelle à quel point les projets numériques de mobilité sont attendus. Comment se fait-il qu'en 2023, nous ne puissions toujours pas acheter de titres en ligne et payer à même les tourniquets avec une carte de crédit? Bien, tout à l'heure, on a répondu en partie à cette question. Là. M. Perra pourrait peut-être revenir sur les éléments d'explication. Merci pour votre question, M. Duval. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'en 2023, c'est des choses qu'on est en droit d'attendre. J'en ai parlé un peu plus tôt. D'ici au printemps 2024, déjà, on va pouvoir acheter des titres en ligne, notamment effectuer ce qu'on appelle la recharge de la carte puce là, à partir de ton téléphone grâce à l'application Chrono. Il est également prévu, donc présentement, on a déjà un pilote à Laval, donc dans le réseau bus de la STL. Déjà, les gens peuvent utiliser présentement la carte de crédit pour payer leur titre de transport quand ils veulent prendre le transport. Bientôt, on va l'étendre avec le paiement Interac et il est prévu à partir de 2025 de commencer le déploiement pour l'étendre sur l'ensemble du réseau de transport en commun. Question maintenant du côté de Saint-Hubert. Guillaume Babin, à quel moment l'ouverture de la billetterie de Panama est-elle prévue? Donc, j'imagine qu'on parle du terminus Panama, oui. J'inviterai M. Dubé à répondre à la question. Oui, merci pour la question. C'est l'occasion aussi là, de vous annoncer que les billetteries là, métropolitaines seront aménagées dans les deux terminus de la Rive-Sud avec la mise en service du REM, c'est-à-dire dans
autant dans le terminus Panama que dans le terminus Brossard. Pour l'instant, en termes d'avancement, les billetteries sont aménagées. Là, on travaille avec la Caisse de dépôt pour finaliser l'ensemble des systèmes informatiques pour prévoir le branchement de la réseautique dans les billetteries. Et cette réseautique-là sera installée finale vers la fin de l'année 2023. Par contre, d'ici là, en attendant, avec la mise en service du REM, on aura de l'accompagnement qui va se faire en terminus pour diriger la clientèle afin de lui permettre d'acheter des titres de transport dans les distributrices qui seront installées en station du REM et qui seront, elles, fonctionnelles pour vous permettre de vous acheter le bon titre de transport. En question maintenant, hors du territoire de l'autorité, Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Alexandre Lévesque qui nous demande pourquoi la ligne Candiac n'est-elle pas prolongée jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, une ville qui compte tout de même 100 000 habitants, rappelle-t-il? Bien, vous avez un peu donné la réponse, là. Une partie de la réponse, c'est que Saint-Jean ne fait pas partie du territoire de la RTM ni de la CMM, donc du territoire où la RTM a compétence, mais je laisserai peut-être M. Desjardins compléter la réponse. Oui, dans ce contexte-là, du point de vue administratif, une ville qui serait hors de notre territoire pourrait nous faire la demande de desserte là, pour avoir un transport collectif. Il faudra alors s'entendre avec eux là, sur le mode en question, la desserte en question et le financement. C'est un projet qui a déjà été, pour revenir à votre question plus spécifique du train, il y a déjà eu des options de train de banlieue qui ont été regardées pour Saint-Jean-sur-Richelieu dans les dernières années. Là. Il y a eu une étude en 2013 qui avait considéré le prolongement justement de la ligne Candiac qui avait été fait et les investissements nécessaires à la fois à la charge de la ville et à l'époque de l'Agence métropolitaine de transport étaient jugés très élevés là, par rapport à l'achalandage. Donc, on n'avait pas, à l'époque, les décideurs n'avaient pas donné suite à cette demande-là. Il n'y a rien qui nous indique que nécessairement ce contexte-là a changé, mais on est conscient que Saint-Jean-sur-Richelieu est quand même une ville importante hors de notre territoire où il y a énormément de déplacements là, vers la région. Donc, on suit toujours ça de près. Là. Il y a un monitoring qui est fait de cet achalandage-là. Question maintenant du côté de Saint-Hubert. Douglas Giroux, Commission scolaire Riverside. Quels sont vos plans pour améliorer le service de déplacement sur la Rive-Sud? Le service ou la vitesse de déplacement, c'est une question assez large. J'inviterais peut-être M. Dubé s'il peut nous éclairer sur la vitesse. Oui, bien, tenter une réponse pour vous, M. Giroux, là, parce qu'effectivement, la question est assez large, mais sur la Rive-Sud, vous n'êtes pas sans savoir que le REM va se mettre en service très bientôt. Ce sera l'occasion quand même de changer la desserte de transport collectif à destination du centre-ville en offrant un mode de transport qui est beaucoup plus fiable, beaucoup plus fréquent, avec des amplitudes de service beaucoup plus étendues aussi dans la journée, afin de couvrir les déplacements, puis de permettre en même temps d'améliorer les temps de déplacement vers le centre-ville. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de redessiner les services de transport collectif sur la Rive-Sud et d'offrir avec les sociétés de transport une amélioration des services locaux, mais aussi des correspondances entre les différentes municipalités. Je vous donne par exemple les villes de Chambly qui, autrefois, lorsqu'on voulait faire une correspondance, les utilisateurs devaient se rendre jusqu'au terminus centre-ville. Maintenant, ils pourront le faire au terminus Brossard et correspondre vers d'autres municipalités ou d'autres points de destination directement sur la Couronne Sud pour leur permettre notamment d'améliorer leur temps de déplacement. Question de Mike A. à Montréal. Est-ce que la RTM et la Caisse de dépôt et de placement du Québec prévoient présenter la proposition pour le REM Tachereau cette année, donc à Longueuil? Bien, il faut comprendre que la Caisse de dépôt et de placement du Québec reçoit ses mandats du gouvernement pour les projets REM. Donc, tout ce que je vous dirais, c'est qu'actuellement, on n'a pas d'indication à cet effet-là. Mais le départ, c'est un mandat que la Caisse reçoit du gouvernement. Donc, pas un mandat que la RTM a reçu, mais bien la Caisse. Exact. Donc, on n'a pas d'autres informations disponibles à ce moment-ci. Côté Longueuil, Laurie Beaulieu-Mathurin de l'ATCRS. Quels sont vos plans pour la réfection des toilettes au terminus Longueuil et dans quels échéanciers les usagers pourront-ils bénéficier de toilettes fonctionnelles pour tous? J'inviterai M. Blanchet à répondre à cette question. Oui, merci beaucoup pour la question. Effectivement, pour le bénéfice des auditeurs, des gens qui participent, on a dû, dans le cadre des travaux immobiliers du développement du terminus, on a dû fermer temporairement puis reconstruire donc les toilettes du terminus. Présentement, le calendrier de construction nous indique qu'on devrait avoir une ouverture des nouvelles toilettes à l'été 2024. Entre-temps, j'en profite pour passer le message. On a une entente depuis le début
avec l'Université de Sherbrooke. C'est dans le même ensemble immobilier, c'est à proximité. On invite les gens à utiliser les toilettes donc, du pavillon de l'Université de Sherbrooke. Il y a une entente à cet effet-là. Merci pour votre patience. Alors, prochaine question, c'est une question qui a été reçue à répétition. Du côté, là, Daniel Raymond, Geneviève Bergeron et quelques personnes du côté de Mercier-Hochelaga Maisonneuve, dans le cadre des analyses présentement en cours pour le projet structurant de l'Est, le PSA. Quels autres modes de transport que le train léger automatisé sont étudiés? Actuellement, le mandat que la RTM a reçu de coordonner ces études n'inclut pas d'autres modes. Le seul mode sur lequel les équipes travaillent, c'est celui qui est le mode léger automatisé. Donc, pour l'instant, on en est là. Parfait, merci. Côté Terrebonne maintenant, Alvaro Caldas. Avez-vous pensé offrir des titres de transport adaptés à la réalité du travail hybride? J'inviterai Mme Slaoui à répondre à cette question. Alors oui, on a toute une gamme de produits capables de répondre aux besoins des télétravailleurs. Donc depuis plus d'une année, on a les carnets 10 passages qui peuvent être chargés plusieurs fois sur une même carte opus. Dès aujourd'hui, les gens vont pouvoir se procurer des titres 3 jours et 24 heures en zone AB. Et dès le 1er juillet, cette offre-là va être également étendue aux autres zones et aux titres bus et bus hors territoire. Donc, c'est des titres 24 heures illimités et 3 jours consécutifs également. Donc, pour ceux qui vont aller télétravailler 2 ou 3 jours par semaine. Et ils vont également permettre aux gens de combiner d'autres déplacements que le déplacement aller-retour au bureau. Prochaine question du côté de Boucherville, Jean-Michel Laliberté de l'ATCRS. La RTM a dévoilé son intention de développer des axes express métropolitains afin d'optimiser le service. C'est par ailleurs notre revendication. Est-ce que la RTM peut s'engager à ce que les usagers de Boucherville puissent enfin prendre les lignes 700 à partir de l'arrêt 132 Montbrun à la rentrée scolaire 2023? C'est une très bonne question. Les axes express métropolitains, c'est effectivement un projet qu'on a. J'inviterais M. Desjardins à donner des éléments de réponse à M. Laliberté. Oui, peut-être pour vous préciser, M. Laliberté, où on en est. Donc, il y a des discussions qui ont été amorcées avec les 4 OPTC sur la performance du transport collectif. Donc, ça peut vouloir dire la performance financière, mais aussi la performance pour mieux servir les usagers. Par exemple, les gens qui prennent un service d'un OPTC à un arrêt, mais auraient accès, par exemple, à des lignes d'autres OPTC qui passent par là. On le fait concrètement dans le cadre des travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Donc, il y a des services d'autobus express qui ont été mis en place où il y a certains arrêts qu'on a pu décréter métropolitains, là, où il est possible pour les usagers d'utiliser peu importe le transporteur. Avec les 4 transporteurs, on va regarder chacun des axes où cette situation-là existe. Est-ce qu'il y a un bénéfice pour la clientèle? C'est les questions qu'on va se poser. Est-ce qu'il y a un bénéfice également du point de vue financier, par exemple, à mutualiser certains services? Donc, ces travaux-là vont s'étaler jusqu'à l'automne, puis ça sera possible dès lors là, de répondre plus spécifiquement à la question d'à partir de quel moment on pourra le permettre. Là. Donc, la suite, l'automne prochain. Du côté de Villeray, Saint-Michel, Parc Extension, maintenant, Bertrand Fong. À quand une carte offrant un accès multiple, communauto, bus, métro, Bixi, train, REM, avec une fonctionnalité du meilleur tarif pour l'usager? C'est une bonne question qui est étudiée là, dans le cadre du projet Concerto. J'inviterai M. Perra à répondre à la question. Oui, merci pour votre question, M. Fong. Donc, effectivement, on travaille présentement sur un projet conjointement avec 5 partenaires, c'est-à-dire la RTL, la STL, la STM, EXO et la Ville de Montréal. Ce projet-là vise à mettre en place un guichet unique de mobilité intégrée. En bref, les gens vont avoir l'option de pouvoir utiliser différents modes de transport, de pouvoir planifier un itinéraire, de pouvoir choisir le mode préféré et de pouvoir même payer le transport en tant que tel et le réserver. Quand on dit différents modes de transport, on pense évidemment au transport en commun et on pense aux différents modes durables, donc entre autres l'autopartage, le vélo-partage, l'utilisation de services comme des taxis et plus encore. Donc ce projet-là est en cours présentement en tant que tel.
Ce qu'on vise, c'est vraiment offrir au cours des prochaines années différentes fonctionnalités qui vont s'ajouter au fil du temps. Il y aura éventuellement également, possiblement, des forfaits qui pourront répondre là, aux besoins que vous exprimiez dans votre question. Question de Raymond Moquin, collectif en environnement Mercier-Est. Dans les annexes du rapport intermédiaire sur le projet structurant de l'Est, il est mentionné que l'analyse des résultats présentés prendront comme hypothèse que l'exploitant du PSE sera différent de celui du métro de Montréal. Sa question, faut-il comprendre que cela signifie une exclusion de la STM? Je laisserai M. Gendron, là, qui est très impliqué dans les travaux de ce projet, là, répondre à la question. On n'est pas au stade de choisir l'exploitant présentement pour le projet structurant de l'Est. On est à l'évaluation des coûts du projet. Donc, le scénario qu'on prend, c'est le pire scénario, c'est-à-dire de prévoir justement qu'il y a 2 exploitants pour justement évaluer les coûts dans la pire des situations. C'est des étapes subséquentes là, qui vont permettre de déterminer qui va exploiter le projet structurant de l'Est, mais on n'est pas rendu là au moment où on se parle. Question du côté de Verdun à Montréal. Jérémy Kennel. À quand le retour des tramways à Montréal? Une autre bonne et grande question, M. Desjardins. Oui, peut-être vous expliquer un peu comment on réfléchit quand on pense à des nouveaux axes de transport là, ou qu'il y a des projets qui sont étudiés. En général, on va regarder dans le fond le milieu d'insertion, le milieu urbain, qu'est-ce qui est le plus approprié, le besoin en termes d'achalandage au niveau de la clientèle. Ça va nous permettre ensuite de déterminer un peu le mode idéal qui peut répondre à ça selon le contexte. Pour vous donner un cas concret là, où le tramway pourrait être dans les options, donc dans le projet du Grand Sud-Ouest, on est en train d'analyser, dans le fond, un grand secteur où on pourrait établir une desserte et tous les modes, on est ouvert à faire analyser tous les modes à ce stade, là, à la fois l'autobus express, à la fois des modes de type système léger sur rail ou même le tramway. Donc, à l'issue de ces études-là, on va pouvoir déterminer quel est le meilleur mode, mais c'est un peu pour vous expliquer le processus qui peut nous mener à sélectionner le mode là, en amont. Donc, on revient du côté du PSE. Nicole Courtemanche nous demande, dans le cadre des analyses présentement en cours pour le projet structurant de l'Est, à quel moment les citoyens de l'Est seront-ils consultés pour participer à la réflexion? M. Gendron. On n'a pas, dans le cadre du mandat qu'on a reçu, on n'a pas le temps, évidemment, est très court et avant de consulter les citoyens, il faut vraiment comme asseoir un projet en tant que tel. Donc, c'est plus à la suite du dépôt qu'on va faire au mois de juin qu'on va pouvoir se permettre là, de consulter, j'imagine, là, avec la carte du gouvernement, les citoyens sur un projet en tant que tel. Parfait. Roger Ernest Junior, question en direct. Serait-il possible d'ajouter des départs sur la ligne EXO 5 Mascouche au début de l'heure de pointe? Monsieur Desjardins. Oui, merci pour votre question. En fait, j'ai pu répondre en partie à votre question tout à l'heure là, sur une question sur le train banlieue. En fait, la ligne est en partie la propriété du CN, donc transporteur de marchandises. Et la portion sur la Rive-Nord, il y a une portion qui est de la propriété d'Exo, donc où il y a une emprise exclusive pour le train de banlieue. Donc, la problématique, comme pour le reste du réseau de train de banlieue, c'est dès qu'on est en emprise partagée avec les marchandises, chaque départ doit donc faire l'objet d'une autorisation du propriétaire de l'emprise. Il y a un coût associé à ça et autres. C'est pourquoi le nombre de départs peut vous paraître limité là, sur certaines lignes de train de banlieue. Donc, dans l'état actuel, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses qui ont bousculé la ligne de train, l'arrivée du REM et autres, mais on va suivre de près, dans le fond, l'achalandage de cette ligne-là, la reprise, et voir s'il y a des besoins avec Exo éventuellement de bonifier là, ce réseau-là. Question du côté de Boucherville maintenant. Geneviève Champagne qui nous demande quand allez-vous proposer des départs plus tôt dans... on l'a déjà eu tout à l'heure. Oui, c'est la même question. OK, parfait. Prochaine question. Fouad Oumouna à Laval. Pourriez-vous ajouter un titre illimité, similaire au titre Week-end illimité qui existe, valide pour toutes les zones, pour la semaine seulement? J'inviterai Mme Slaoui à répondre à la question. Alors, le titre hebdo n'est disponible actuellement qu'en zone A. On va évaluer au cours donc des prochains mois s'il est pertinent de l'introduire pour les autres zones.
En attendant, en plus du titre auquel M. Fouad fait référence, donc le titre week-end et soirées illimitées, toutes les zones vont avoir accès dès le 1er juillet à des titres 24 heures et 3 jours consécutifs illimités. Du côté de Lachenay, Henri Dumont, est-ce que les immenses stationnements aux abords des gares, des trains d'Exo et de certaines stations de métro et du REM appartiennent à la RTM? Et est-ce que le développement immobilier de ces stationnements pourrait être une source de revenus pour la RTM, comme c'est le cas dans d'autres villes? Bien oui, on aimerait que ces stationnements deviennent une source de revenus pour le transport collectif, mais quand même, je laisserai M. Blanchet peut-être expliquer là, la teneur juridique, la propriété des stationnements qui sur le territoire là, en relation avec la question de M. Dumont. M. Blanchet. Excusez-moi, j'ai eu une coupure. Pouvez-vous reprendre la question? J'ai manqué. J'ai eu une coupure de son. Oui, parfait. La question, est-ce que les immenses stationnements aux abords des gares de trains d'Exo et de certaines stations de métro ainsi que du REM appartiennent à la RTM? Et dans un deuxième temps, est-ce que le développement immobilier de ces stationnements pourrait être une source de revenus? Alors, première question, je vous dirais, ça varie dépendant de la situation. La grosse majorité des cas, je vous dirais oui, comme règle générale. Il y a des cas particuliers, par exemple, métro en Grignon, bien, ça appartient, donc c'est géré par Stationnement de Montréal, donc ça appartient à la Ville de Montréal. Donc, il y a des cas comme ça d'exception, mais généralement, oui. Votre deuxième question, est-ce qu'il y a un potentiel de développement? C'est oui, puis il y a un grand intérêt parce que c'est gagnant-gagnant. Donc, c'est gagnant d'avoir une densification autour de nos stations importantes. Ça va donner de l'achalandage au transport collectif. C'est gagnant aussi parce que ça génère, donc la densification va générer aussi des revenus de taxation qui permettent de financer aussi le transport collectif. C'est gagnant pour l'usager parce qu'il y a une proximité, il y a des milieux de vie qui sont à proximité d'un transport qui est beaucoup plus durable aussi. Donc, c'est une forme urbaine à encourager. Donc, la deuxième question est très intéressante et oui, ça nous intéresse et on progresse là-dessus avec des joueurs comme la CMM qui a des orientations, puis avec les villes aussi qui ont des intentions de densifier au-dessus de nos stationnements. Donc, un dossier à suivre. Du côté de Repentigny, Jasmin Soulière, avez-vous prévu des améliorations à l'offre de services sur la Rive-Nord cette année et l'an prochain? J'inviterai M. Desjardins à nous donner des éléments de réponse. Oui, bien, simplement vous mentionnez comment on regarde ça du côté d'Exo, le partenaire qui opère dans ce secteur-là. Donc, pour l'année 2023, il y avait une orientation en raison de la crise financière post-pandémie, une orientation de maintien des services. Donc, les opérateurs et Exo dans ce secteur-là ont travaillé un peu avec son enveloppe financière qui était déjà approuvée. Ce qu'on fait en cours d'année, si on veut, on regarde les plans de desserte avec Exo, les besoins. Actuellement, Exo est en train de phaser, dans le fond, une refonte de son réseau d'autobus dans la Couronne Nord, en commençant par le secteur à l'ouest de Laurentides, qui va être touché en premier lieu par l'arrivée du REM. Puis ensuite, il va y avoir un phasage au niveau des autres secteurs. Donc, je vous invite également à participer à leurs opérations de consultation. Là, il y a des consultations de la clientèle qui se font en ligne et même en personne là, du côté d'Exo. Et à partir de ces besoins-là, à partir des refontes réseau qu'on pourra déterminer avec eux, il va certainement avoir certains services qui vont pouvoir être bonifiés, soit en termes de meilleure desserte ou, dans certains cas, pour mieux répondre à la demande. Question maintenant du côté de Saint-Basile-le-Grand, Claude Talbot. Sachant que les aînés de 65 ans et plus habitant à Montréal pourront utiliser les transports gratuitement en juillet prochain, que va-t-il arriver avec les aînés de la Rive-Sud qui, eux, continueront de payer leur passage à un taux réduit pour se rendre dans la métropole? Tantôt, Mme Slaoui a expliqué là, que les initiatives là, comme celle de Montréal et d'autres qui existent sont des initiatives qui émanent des municipalités. Votre question est pertinente. C'est une question qui a été soulevée ici à l'interne. Je laisserai Mme Slaoui compléter la réponse.
Alors, la gratuité à Montréal est effectivement offerte par la Ville de Montréal à ses résidents, donc qui résident sur l'île. Maintenant, tous les usagers qui vont faire des déplacements entre la zone de la zone C vers la zone A ou de la zone B vers la zone A devront se procurer un titre. Et s'ils ont 65 ans et plus et qu'ils détiennent une carte aux puces avec photo, ils vont bénéficier du rabais, effectivement, que l'autorité offre. Donc, on parle d'un rabais de 40 %. Donc, on approche des 60 minutes. On va continuer un peu pour quelques questions. Oui, juste 15 minutes, là, puis on pourra clore par la suite. OK, parfait. Je pense qu'on a quand même fait déjà un premier tour. Là. Il y avait plusieurs questions qui étaient recoupées. Donc, poursuivons pour quelques-unes. Là. Estelle Ouaché, du côté de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Quelle analyse des besoins a été réalisée concernant l'EPSE pour les gens de Tétroville? Les déplacements vers le centre-ville se font très bien, mais il est problématique de circuler entre les quartiers de l'Est. Est-ce que le projet pourrait améliorer cela? Je laisserai M. Gendron donner des éléments de réponse. Bonjour, Mme Ouaché. Effectivement, le projet structurant, là, on analyse les besoins de déplacement, non pas juste vers le centre-ville, mais à l'intérieur des territoires. Donc, la mise en place du réseau structurant dans l'Est va également permettre aux gens d'avoir des services dans les deux directions. Donc, le train qui part de la branche nord va se rendre jusqu'à Pointe-aux-Trembles, puis le train qui part de Pointe-aux-Trembles va se rendre jusque dans la branche nord. Donc, évidemment, il va y avoir des niveaux de service comparables dans les deux directions, ce qui devrait améliorer de façon très importante là, les déplacements à l'intérieur du territoire. Je pense aussi quand un réseau structurant arrive sur un territoire, il y a tout le réseau plus flexible aussi qui va l'irriguer. Exact. Tout le réseau flexible, c'est-à-dire le réseau d'autobus qui vient se connecter à ce réseau structurant-là, qui va être révisé. Donc, question de Dida Bercou. Côte-Saint-Luc, donc de la ville de Côte-Saint-Luc, en fait. Quels sont les projets de l'ARTM par rapport à l'axe de transport Cavendish entre la rue Saint-Jacques et le boulevard Côte-Vertu, incluant la connexion à Jean-Talon-Ouest? Une bonne question, très pertinente. Je laisserai M. Ludwig répondre à la question. Oui, merci pour votre question. Donc, c'est important de préciser que le projet de Cavendish, de revoir l'axe dans son ensemble, la connexion également auquel vous faites référence, c'est sous le leadership de la Ville de Montréal. Donc, la RTM a travaillé sur ce projet-là. On a été en appui à la Ville de Montréal, dans le fond, pour identifier dans leur projet c'était quoi le besoin dans cet axe-là. On a fait des analyses, par exemple, d'achalandage. On a considéré également les hypothèses que la Ville avait en termes de développement urbain dans l'axe. Puis, on a aidé la Ville, en fait, à préciser un peu le besoin en transport. Tout ça a été fait également en collaboration avec la STM. Donc, c'est un intrant important du projet. Et c'est la Ville donc, qui va assumer le leadership après pour amener ce projet-là d'une manière publique. Donc, je vous invite à être peut-être conscient de ce qui va se passer dans les prochains mois, années à cet égard-là. Mais le transport collectif est bien pris en compte là, dans toute la réflexion de cet axe-là. Donc, question du côté de Boucherville. Simon Laporte de l'ATCRS. Pourquoi ne répondez-vous pas à l'ensemble des questions soumises lors de vos assemblées publiques? On en a parlé tout à l'heure. Si vous pourrez répondre. Essentiellement, la période de questions prévue, elle est de 60 minutes. Donc, évidemment, là, on étire ces périodes-là. On essaie de vous transmettre un maximum d'informations. Cela dit, on s'est engagé à répondre par écrit à l'ensemble des questions. Donc, aucune crainte de ce côté-là. Je peux vous dire que les gens nous écrivent au quotidien à la RTM et il nous fait plaisir de leur répondre, donc soyez assurés du suivi. Question maintenant de Varennes. Axel Fournier de l'ATCRS. Avec l'arrivée du REM, une intégration tarifaire devient nécessaire entre Saint-Jean-sur-Richelieu et la RTM. Sinon, les usagers doivent avoir deux types de cartes différentes, ce qui complique leur vie. Est-ce que la RTM est en discussion avec Saint-Jean-sur-le-Richelieu pour régler cette question? Et si oui, a-t-on un espoir raisonnable d'arriver à un résultat? On a abordé cette question-là il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques minutes, donc peut-être M. Dubé peut compléter et revenir sur les éléments de réponse. Effectivement, on avait mentionné tout à l'heure que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu était en dehors du territoire de la RTM, ce qui fait que la ville de Saint-Jean est vraiment autonome en matière de gouvernance et de décision sur
les technologies reliées à la vente et perception ainsi que sa grille tarifaire. Mais bien entendu, on a des conversations fréquentes avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, notamment dans le contexte de l'utilisation et des services de transport collectif de la région métropolitaine. Il faut savoir que la Ville de Saint-Jean utilise le terminus centre-ville et avec la mise en service du REM, les conversations se poursuivent là, pour voir anticiper l'utilisation des terminus de la Rive-Sud là, pour améliorer le service à leur clientèle. Question de Philippe Lebel. Donc, planifiez-vous construire une gare de train EXO à Saint-Hyacinthe sur la ligne EXO 3? Une autre belle question pour M. Desjardins. Oui, M. Lebel, je me permets de vous donner la même réponse qu'il y avait une question très similaire sur la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à savoir si on devait ou non prolonger le train de la ligne Candiac vers Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, mentionner d'office que la ville de Saint-Hyacinthe, la municipalité, ne fait pas partie de notre territoire de desserte là, par la loi. Donc, pour s'entendre avec elle sur une desserte, il faut qu'il y ait une entente avec elle, une entente d'ordre financier. Également, comme pour le cas de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a déjà des dessertes en train banlieue qui avaient été analysées à une certaine époque, là, dans les années autour de 2013-2014, qui arrivaient à des constats, dans le fond, de coûts relativement importants de prolonger la ligne Saint-Hilaire vers Saint-Hyacinthe. Et il avait été jugé à l'époque que ces coûts-là étaient très élevés là, pour la municipalité et pour l'Agence métropolitaine de transport là, qui s'occupait des trains de banlieue. Donc, réponse en fait très similaire à Saint-Jean, des situations également très similaires parce qu'on est conscient qu'il y a des besoins entre ces villes-là et la région métropolitaine, mais on essaie d'y répondre au mieux qu'on peut avec ces partenaires-là qui ne sont malheureusement pas dans notre territoire directement de desserte. Là. Question de Laval, Sorema Apadou, en fait, provenant de la STM, donc un employé de la STM. Est-ce possible d'ajouter un autobus qui part de l'intersection du boulevard René-Lannec et de l'avenue des Lacasse vers la station Montmorency? Une autre belle question pour M. Desjardins. Oui, merci. En fait, c'est une question très précise, mais comme on l'a eu à l'avance, on a pu faire l'exercice de vérifier un peu votre situation. Je crois comprendre qu'il y a une partie du boulevard qui n'est pas nécessairement desservie par le service là, vers le métro. Également, le service dans cet axe-là s'en va vers le métro Cartier et non pas vers le métro Montmorency. Donc, il n'est pas prévu nécessairement qu'il y ait de modifications, là, mais je vous invite à en faire part également à la Société de transport de Laval. S'il y a des éléments comme ça d'un point de vue clientèle manquant, ils seront également peut-être très alertes là, à voir s'ils doivent répondre avec une certaine modification du service. Là. Donc, autre question du côté d'Anjou, Jean-Anne Bouchard. Étant donné que les besoins en transport collectif sont grands dans l'Est, n'y aurait-il pas lieu de reprendre les études existantes en considérant d'autres modes comme le tramway pour proposer un projet plus convivial, moins coûteux, mieux intégré? Bien, je répondrai à ce que j'ai mentionné tantôt. Le mandat qui nous a été octroyé est très clair quant aux études à mener et aux modes à utiliser. Donc, on se concentre à livrer ces travaux-là dans les prochaines semaines. Pour la suite des choses, on ne peut pas donner d'autres éléments. On n'a pas d'informations à cet effet-là. Parfait. Donc, on fait ceci. Non, il nous reste quelques questions, peut-être 2 dernières questions. C'est une question qui est revenue. Non. C'est la même personne? Je pense que c'est c'est une la deuxième même personne, question. Deuxième question. Donc, Fouad Oumouna à Laval. Pour encourager le tourisme dans notre région, avez-vous pensé à créer un abonnement pour 1 ou 2 semaines pour permettre aux touristes de se déplacer par grand nombre dans les municipalités? Une bonne question. Madame Slaoui, s'il vous plaît. Alors, comme je le disais tantôt, le titre hebdo, donc 1 semaine, n'est disponible qu'en zone A, mais très bientôt, donc notamment pour les touristes et pour permettre à l'ensemble des citoyens de la région de participer notamment aux différents festivals. On émet un titre 24 heures et 3 jours consécutifs. D'ailleurs, dès aujourd'hui, le titre 24 heures et 3 jours, tout mode AB, va être disponible et permettra également, notamment aux gens de participer au Grand Prix de Montréal qui aura lieu dans 2 fins de semaine. Question maintenant de Hunsick Quartier-Ville. Anthony Latour, Conseil provincial du secteur des transports terrestres, la SCFP Québec. Est-il possible que les services offerts par les OPTC,
comme le transport adapté, les services administratifs, la planification et le service à la clientèle soient centralisés dans les prochains mois en tout ou en partie? Si oui, quels seront les avantages pour les clientèles et quels impacts prévoyez-vous pour les travailleurs? J'inviterai M. Gendron à répondre à la question. On a parlé, là, face aux défis financiers pour les prochaines années, là, on a mis en place différents chantiers. Un de ces chantiers-là traite justement de la mutualisation des services. Donc, c'est des éléments qui sont regardés. J'en ai parlé tantôt. On va livrer les premiers résultats à la fin du mois d'août, début du mois de septembre. C'est clair que ce ne serait pas immédiat, là, donc on est en train d'évaluer les potentiels de différentes choses et on rendra ça public là, au moment opportun, c'est-à-dire fin août, début septembre. Donc, c'est ce qui met fin à la période de questions. J'espère que nous avons su répondre avec clarté et avec un maximum d'informations à vos questions. Merci d'avoir participé. Évidemment, là, le rapport d'activité de la RTM, je le rappelle, est disponible sur nos sites web. Et je vais laisser le mot de la fin à M. Savard. En fait, je tiens à remercier l'ensemble des membres du conseil d'administration, l'ensemble de l'équipe de direction également là, qui nous a supportés dans l'exercice de cette séance. Et aussi remercier le public là, pour sa participation, sa grande participation. C'est grandement apprécié. On vous souhaite une bonne fin de journée et à l'an prochain.